Quand on pense au Moyen Âge, on imagine souvent des rois, des reines, des royaumes, mais en réalité, pour l'écrasante majorité de la population, la vie de tous les jours, elle, tournait autour d'un système bien plus local et bien plus concret, la seigneurie. C'est cette structure-là qu'on va décortiquer ensemble pour voir comment le monde rural européen s'est littéralement bâti. C'est la grande question, n'est-ce pas? Quand un pouvoir central, immense, s'effondre, qu'est-ce qu'il remplace? Est-ce que c'est l'ordre ou est-ce que c'est le vide? Pour l'Europe de cette époque, la réponse a été assez brutale et elle a complètement redéfini la société pour les siècles à venir. Après l'Empire de Charlemagne, c'est simple, tout se fragmente. Il y a les raids vikings, les raids sarrasins, hongrois, la terreur est partout. Les rois, eux, sont bien trop faibles, bien trop loin pour protéger qui que ce soit. Et dans les campagnes, là où vit, attention, 90% de la population, eh bien c'est l'insécurité permanente. C'est un monde sans protection. Mais on le sait, le vide, ça ne dure jamais très longtemps. Dans ce chaos généralisé, une nouvelle forme de pouvoir va finir par émerger. Un pouvoir beaucoup plus local, parfois brutal, c'est vrai, mais terriblement efficace, et qui va se construire sur les ruines de l'ancien monde. Face à l'incapacité des rois à assurer la sécurité, des chefs de guerre, des grands propriétaires terriens, bref, des puissants prennent les choses en main. Ils offrent la seule chose que tout le monde recherche à ce moment-là, la protection. Et en échange, bien sûr, ils s'attribuent le pouvoir de commander, de juger, de prélever des taxes. L'ordre est de retour, oui, mais il a un tout nouveau visage. Alors, comment est-ce que ce nouveau pouvoir s'est organisé? Parce que, attention, ce n'était pas juste une sorte de racket géant. Non, non, c'était un système très structuré, très hiérarchisé, un véritable réseau de devoirs et d'obligations qui va souder toute la société médiévale, du plus humble des paysans au plus puissant des guerriers. Le point vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que la seigneurie, c'est beaucoup plus qu'une simple ferme ou qu'une propriété. C'est un monde en miniature. C'est à la fois un territoire géographique, bien sûr, mais c'est surtout un système de pouvoir qui lie la terre et les gens qui y vivent de manière indissociable. Évidemment, pour défendre son territoire, le seigneur ne peut pas être tout seul. Il va donc s'entourer de guerriers, des professionnels du combat, les chevaliers, qui deviennent ses vassaux. Et leur contrat, c'est la cérémonie de l'hommage. Le vassal promet sa loyauté et son épée, et en retour, le seigneur lui donne sa protection et un fief, c'est-à-dire une terre pour qu'il puisse vivre. Et voilà, une pyramide de fidélité commence à se construire. Et au centre de toute cette organisation, de cette toile de pouvoir, on trouve un bâtiment qui domine tout le reste, le château fort. C'est tellement plus qu'une simple maison. C'est une véritable déclaration de puissance gravée dans la pierre, visible à des kilomètres à la ronde. Ce qui est fascinant avec le château, c'est sa double fonction. D'un côté, il est militaire, évidemment, construit en hauteur, il permet de voir arriver l'ennemi de loin et de se défendre. Mais de l'autre, il y a une fonction psychologique. Sa masse imposante écrase le paysage et rappelle à chaque paysan, à chaque instant, qui est le patron. C'est l'autorité rendue visible, l'autorité faite architecture. D'accord, donc on a la protection, un ordre garanti par le seigneur, son château, ses chevaliers. Mais qui paye pour tout ça? Comment tout ce système tient-il debout? Eh bien, il reposait entièrement sur le travail de ceux qui cultivaient la terre. Et cette sécurité, elle avait un prix très lourd, payé en travail, en récolte et en argent. Ça, c'est la base de tout. Le principe est simple. La terre appartient au seigneur. Pour avoir le droit de la cultiver et d'en vivre, le paysan doit payer chaque année une redevance, le cens. On peut voir ça comme un loyer à perpétuité, qui le lie pour toujours à sa terre et à son maître. Mais le contrôle du seigneur ne s'arrêtait pas là. Il possédait aussi toutes les infrastructures clés, les trucs indispensables à la vie du village. Le paysan n'avait pas le droit d'avoir son propre four pour cuire son pain ou son propre moulin pour moudre son grain. Non, il était obligé d'utiliser ceux du seigneur et bien sûr de payer une taxe pour ça. C'est ce qu'on appelle les banalités. Et enfin, il y avait l'impôt payé en temps de travail, les corvées. C'était l'obligation de donner plusieurs journées de travail par an, gratuitement, pour aller cultiver les terres personnelles du seigneur ou pour entretenir le château, réparer les chemins. Alors la source précise bien que ce n'était pas forcément systématique partout, mais ça restait la forme de domination la plus visible, la plus directe. Sauf que, voilà, cet ordre très rigide, bâti sur la force et la nécessité, va être bousculé par une dynamique à laquelle personne ne s'attendait vraiment, la croissance. Entre le XIe et le XIVe siècle, l'Europe va connaître un boom démographique et agricole incroyable qui va, petit à petit, commencer à faire craquer les fondations de ce système seigneurial. Ça illustre parfaitement cette révolution silencieuse. Il y a plus de monde, donc plus de bras pour travailler. On se met à défricher les forêts, à assécher les marais pour gagner de nouvelles terres.
De nouvelles techniques, comme la charrue, permettent de produire beaucoup plus qu'avant. C'est tout le paysage européen qui se métamorphose. Et c'est là que la tension apparaît. Pour le seigneur, c'est une super nouvelle. Plus de production, ça veut dire plus de taxes, plus de richesses. Logique. Mais pour les paysans, qui sont quand même les artisans de cette croissance, une nouvelle idée commence à germer. Pourquoi est-ce que notre travail acharné ne servirait qu'à enrichir le maître? Cette nouvelle richesse fait naître une soif de dignité, une envie d'autonomie. Cette phrase, elle résume tout. C'est un basculement mental. On passe de la résignation à la revendication. La frustration monte et parfois, elle explose. Ça donne lieu à des révoltes, parfois très violentes, contre les abus des seigneurs. Mais le résultat le plus important de ces tensions, ce sont ces fameuses chartes. Et ça, c'est un point absolument crucial. La croissance économique a donné aux communautés de paysans un nouveau pouvoir de négociation. Et elles obtiennent, parfois en négociant, parfois par la force, des contrats écrits qui fixent le montant des taxes, qui limitent les corvées et qui garantissent certaines libertés. Le pouvoir arbitraire du seigneur commence à reculer face à la loi écrite. Mais impossible de vraiment comprendre le monde seigneurial sans parler d'un dernier acteur, qui est peut-être le plus puissant de tous et qui cimente toute la société, l'Église. Son pouvoir n'est pas seulement spirituel, il est aussi bien réel, bien terrestre. Il faut bien se remettre dans le contexte. Au Moyen-Âge, la foi, ce n'est pas une option, ce n'est pas une opinion, c'est l'air qu'on respire. Le temps lui-même est rythmé par le calendrier des fêtes religieuses, par les cloches de l'Église. Chaque moment de la vie, de la naissance à la mort, est marqué par un sacrement. C'est la religion qui donne un sens à tout. L'Église, c'est vraiment le cœur battant du village. Et, fait intéressant, les limites de la paroisse correspondent très souvent aux limites de la seigneurie. Et même à l'intérieur de la maison de Dieu, la hiérarchie sociale est bien visible. Le seigneur et sa famille, ils ont leur place réservée tout devant, ce qui montre bien leur statut à part, même devant l'autel. Et voilà le point peut-être le plus surprenant à retenir. L'Église elle-même est un seigneur. Les grandes abbayes, les monastères, les évêchés sont d'immenses propriétaires terriens. Ils ont leur propre seigneurie, ils prélèvent le cens, les banalités, ils rendent la justice. Ils sont des seigneurs au même titre que les autres, avec leurs propres paysans et leurs propres vassaux. Le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel sont complètement imbriqués. Au final, l'ordre seigneurial a réussi à sortir l'Europe du chaos. Il a créé un cadre stable et protecteur, mais ce cadre, c'était aussi une cage, un système de domination avec des obligations souvent écrasantes. Et c'est tout ce paradoxe entre la protection et l'exploitation qui définit la société médiévale. Une structure complexe, c'est sûr, mais dont nous sommes, encore aujourd'hui, d'une certaine manière, les lointains héritiers.